Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de partager leur histoire souvent atypique mais extraordinaire. C'est pour cette raison que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où je reçois des entrepreneurs et des experts qui nous partagent leur histoire, leurs meilleures pratiques, mais surtout comment ils font la différence dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Karine Cassir, qui est fondatrice de Blue Kites et également coach Skilling Up certifié. Karine nous parle de son parcours. Elle est libanaise et elle connaît bien les pays arabes, donc c'est quelque chose de nouveau. Et elle nous compare aussi à la culture québécoise et surtout, elle nous éduque, nous entrepreneurs, comment bien gérer nos liquidités pour supporter la croissance. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Karine Cassir, fondatrice de Blue Kites et coach Skilling Up, bienvenue. Merci Cléo. Très heureuse que tu sois ici avec moi aujourd'hui. On est devenus amis dans la vie. C'est vrai. À cause de nos conjoints qui se connaissaient et par la bande, j'ai découvert toute la communauté libanaise quand Karine est arrivée à Montréal. Tu en connaissais quand même d'autres que moi. J'en connaissais, exactement. Mais c'est toujours un plaisir. Et aujourd'hui, en fait, pourquoi je trouvais ça important que tu viennes au podcast, c'est qu'on a commencé à collaborer beaucoup ensemble d'un point de vue affaires et j'ai découvert une femme extraordinaire qui a une expérience incroyable pour tout ce qui est le volet financier. Et je pense que ça peut vraiment faire plaisir à nos auditeurs. Fait qu'on va décortiquer le volet liquidité de Scaling Up. On va en parler beaucoup. Tu as fait des analyses aussi de mes clients ici au Québec. On est arrivé à certains constats. Alors, je vous dis de bien écouter l'épisode jusqu'à la fin parce qu'on va vraiment vous donner des pistes pour bien gérer vos liquidités, votre profitabilité avec tout le savoir et l'expertise de Karine. Mais avant tout, j'aime toujours connaître l'humain, la personne. Alors, dis-moi d'où tu viens, Karine. Tu l'as déjà dit, je viens du Liban. Je suis née au Liban. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 18 ans. Et juste avant mes 18 ans, en fait, j'ai émigré avec mes parents au Canada. Je suis venue m'installer à Montréal. Et c'est là où j'ai fait mes études. Donc, mes études, déjà une dernière année de cégep. J'étais déjà en classe de terminale au Liban. J'ai fait une seule année de cégep. Suite à ça, j'ai été acceptée à McGill en, justement, finance et MIS. MIS, Management Information Systems ou informatique de gestion. Et donc, j'ai fait ces deux études en parallèle. Et c'est ce qui a été très, très enrichissant comme départ parce que ce sont deux secteurs qui sont très reliés, plus qu'on ne le pense. Parce qu'on ne peut pas faire des études financières sans avoir une maîtrise de la technologie derrière ça, donc du data. Parce que puisqu'on parle de chiffres. Oui. Donc, j'ai fait mes études à McGill. Ensuite, j'ai travaillé comme informaticienne. J'ai commencé mon parcours en informatique. J'étais développeur. Ah oui, je savais pas ça. Ben oui. Et donc, j'ai commencé la première année. Mon premier boulot, c'était ici à Montréal, dans une société qui faisait du développement d'un logiciel pour le retail industry. Okay. Et donc, c'était un genre de retail system, ERP system, mais dédié aux big retailers. Et donc, je faisais du pur développement. Du pur développement pour tout ce qui est le domaine du commerce de détail. C'est ça. Et et c'est là où j'ai rencontré mon futur mari. C'est à Montréal que je l'ai rencontré. Et durant la dernière année, il n'était plus là. Il était déjà parti faire son MBA en France. Et suite à ça, il a eu un job aux Émirats arabes unis. Okay. Et on était déjà, enfin, ensemble mais séparés. On gérait une relation à distance. Et c'est là où on s'est dit, mais comment on va faire? C'est pas possible, on peut plus rester. Enfin, déjà, l'année était difficile parce qu'il faisait son MBA, moi, je travaillais ici, à Montréal, et c'est comme ça que je suis partie. On a décidé au dernier moment de nous marier, et on est partis ensemble à Abu Dhabi, nous installer là-bas. Sauf que la surprise qui m'attendait à Abu Dhabi, donc c'était il y a très longtemps quand même, c'était en l'année 95.
Et donc, Abu Dhabi, c'est aux Émirats arabes unis. À l'époque, c'était vraiment pas développé. Et donc, à commencer par une femme seule ne pouvait pas s'installer là-bas. Donc, il fallait qu'elle soit mariée. Et c'est pour ça qu'on a dû se marier vraiment au dernier moment pour qu'on puisse vivre ensemble à Abu Dhabi. Sauf que la surprise, c'était qu'on n'a pas pu vivre ensemble à Abu Dhabi parce que lui et la société qu'il a rejoint à Abu Dhabi, ben, ils l'ont muté. Donc, je me suis retrouvée durant 5 ans seule à Abu Dhabi. Ça, Oh, par contre, je wow! crois que tu ne le savais pas. Ben non! Eh ben, alors, ironie de l'histoire, c'est qu'il a été muté premier poste il travaille pour une société de conseil. Premier poste, il était au Liban. Et moi, j'étais seule à Abu Dhabi. Mais Femme tu seule à pouvais Abu Dhabi. pas, tu pouvais pas le suivre? Eh ben, en fait, j'avais déjà pris un emploi à Abu Dhabi. J'étais OK. consultante informaticienne avec Oracle. Oui. Et donc, c'était un très, très bon poste pour moi. Et ma carrière était très importante aussi. Et je ne pouvais pas continuer à le suivre partout. Et lui, de toutes les façons, tous les quelques mois, il changeait de mission, il changeait de pays. Donc, ça a commencé par le Liban, puis ensuite, il a été s'installer en Égypte. Donc, moi, j'habitais à Abu Dhabi et je faisais des allers-retours en Égypte tous les week-ends. Puis ensuite, j'ai commencé moi aussi à avoir des missions en Jordanie, en Égypte, dans d'autres pays, au Liban aussi. Donc, je voyageais très, très fréquemment dans mon travail et on se retrouvait comme ça dans des aéroports, dans des pays. On a passé 5 ans assez extraordinaires de ce point de vue. Oui. Une relation euh, à distance et en même temps. Et ensuite, donc, les quelques dernières années, lui, il est parti s'installer en Arabie Saoudite et moi, j'étais encore à Abu Dhabi. Donc, mais c'est là où, durant 2-3 ans, suite à mon emploi avec Oracle, que la fibre entrepreneuriale chez moi s'est déclarée. OK. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma propre entreprise. Donc, en fait, j'ai réalisé en travaillant chez Oracle, et j'étais donc j'étais technicienne, que en fait, les revendeurs avaient du mal à vendre les produits Oracle parce qu'il n'y avait pas assez de consultants sur le marché pour exécuter ensuite l'installation et le développement de ces produits-là. Voilà, donc j'ai créé une entreprise avec 3 autres associés pour développer des consultants locaux euh, juste pour les produits Oracle. Et c'est comme ça que j'ai travaillé dans cette entreprise que j'ai créée moi-même avec 3 autres partenaires. J'ai travaillé 2-3 ans dans cela. C'est suite à cette expérience que j'ai décidé d'aller en France faire mon MBA. OK. Donc, j'ai été à l'INSEAD faire mon MBA. Suite à ça aussi, j'ai fondé avec le Virgin Media Group un portail de musique rock. Donc, en étant à l'INSEAD, j'ai fait un business. Et c'est comme ça aussi que je pratiquais tout le temps les finances parce que j'ai dû monter tout le business model de l'entreprise qu'avait en tête Virgin Media Group. Je l'ai monté en étant à l'INSEAD, le modèle financier. J'ai dû le présenter à un board. On a reçu l'argent et on m'a donné le poste de directeur général de cette entreprise. OK. À Donc, Paris à encore? Paris. À Paris. Ah, ça, c'était à OK. Paris, oui. OK, wow. Et là, la fibre entrepreneuriale, est-ce que ta famille est entrepreneur? Est-ce que tu as ça? Est-ce que ça, tu sais, d'où ça vient, ça, tu penses? Non, ma famille n'est pas du tout entrepreneuriale. Par contre, ma famille est dans les finances. OK. Donc, ouais, donc si j'ai la connaissance des chiffres, ça vient de là. Mais c'est l'aventure, en fait. J'aime bien découvrir des choses. Je suis assez rebelle, peut-être, d'une certaine façon. J'ai toujours envie d'innover, de trouver. Voilà, je suis Des peut-être pas nouvelles façons de faire. voilà, peut-être pas très conforme dans ma façon de réfléchir. Ben, en tout cas, je peux te dire que tu es assez impressionnante dans tout ce que tu fais. Fait que ça marche. Ça marche. Ça marche. Et pour ce qui est de. Alors là, tu joins ce groupe-là à Paris. Et là, tu es la directrice générale. Et qu'est-ce que tu fais exactement dans ce poste-là? Comment ça se passe? Ah bah alors ensuite, bah, j'ai tout commencé de zéro. On a monté le projet. J'ai dû embaucher beaucoup, beaucoup de monde. Mais après, en fait, ça c'est un peu. Malheureusement, il y a eu la crise économique des années 2000. Et c'est là où on a dû arrêter l'aventure. Et au même moment, ben, je venais de donner naissance à ma fille. Donc, c'est là où j'ai pris un peu de recul. Et
j'ai commencé un nouveau poste dans une entreprise où on faisait, en management consultancy à Paris même. Suite à ça, on a pris la décision, mon mari et moi, de revenir au Liban OK. pour fonder la famille. Donc, on repart au Liban et c'est là où je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Je me retrouve à la maison et comme j'avais déjà monté 2 boîtes, parce que Oui, même si c'était pour le Virgin Media Group, je l'avais montée cette boîte moi-même. C'était même moi qui avais travaillé sur le financement de la boîte pour ramener le financement. oui. Et donc, j'ai commencé à recevoir beaucoup de coups de fil de mes connaissances aux Émirats arabes unis, des gens qui me connaissaient, qui me demandaient de les aider dans ceci, dans cela. Et comme moi, j'étais mère au foyer, que je m'occupais de mes 2 enfants, de mes 2 bébés, je me suis dit: «Bah, tiens, quelle bonne idée, ça va me permettre d'être un peu flexible, de faire ceci, cela en étant de la maison, en étant proche de mes enfants». C'est comme ça que j'ai commencé à devenir, une consultante en management, financial advisor, des petites et moyennes entreprises. Ça a commencé comme ça et OK. ça a duré, c'est une aventure qui dure depuis, 15 à 20 ans déjà. Oui. Donc ça a commencé, petit à petit, de bouche à oreille. Ça a commen et en fait, au bout d'un certain moment, même le terme petite et moyenne entreprise à l'époque n'existait pas. OK. Le, SMI, ça n'existait pas. C'était juste moi, mon envie d'aider les entrepreneurs. OK. Et et ça a eu un effet de boule, parce qu'en fait, j'étais la seule. Oui. Donc à chaque fois qu'une petite ou moyenne entreprise avait besoin d'aide, il y avait que mon nom qui circulait. Et donc à partir du Liban, j'ai commencé aussi à aider, des sociétés qui voulaient surtout, croître en dehors du territoire libanais, dans les pays arabes, en Europe, faire des partenariats avec des sociétés étrangères, européennes et cetera. Donc ouais. Et là, c'est là que tu avais l'expertise, justement des Émirats et tu avais l'expertise aussi de l'Europe Européenne, avec ton MBA. exact. Aussi en travaillant à Paris À durant des Paris années. avec, Oui, 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 pour le oui. Virgin Media Group, Et oui. en consultante en management aussi. Donc, OK, OK. Wow! Fait que tout un parcours et là, dans le fond, vous êtes basés au Liban, les jeunes enfants et là, toi, tu développes ta propre pratique, tu sais, dans le c'est fond, ça. l'accompagnement, comment ça se passe, tu sais, des exemples concrets, des bons coups, des histoires à succès que tu as eues avec, ces petites, moyennes entreprises-là? Il y en a eu beaucoup, 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 et j'ai énormément travaillé aussi j'ai travaillé dans beaucoup de secteurs diversifiés. Donc c'était pas un secteur spécifique. Il y avait le secteur du design, de la production, du détail, du wholesale, des sociétés en IT, télécom. Vraiment, j'ai fait de tout OK. et alors l'enjeu au Liban, ou aussi, je dirais, dans les pays arabes, est totalement différent des enjeux ici. Oui. Le marché est beaucoup plus petit, donc il faut être beaucoup plus, et on n'a pas accès à des fonds. Donc, les success stories, c'était surtout essayer de trouver un business model qui marche avec le financement qu'il faut. OK. Donc le financement, on n'y a pas accès à travers les banques, par exemple. Les Non. banques ne donnent pas de prêts pour les entrepreneurs. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a pas de BDC, de N support financier comme ça? non. Alors ça peut être des institutions étrangères comme la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ça peut être USAID, ça peut être des organismes internationaux comme Endeavor qui vont soutenir les entrepreneurs. Donc je travaille énormément avec ces organismes-là pour aider les entrepreneurs à lever des fonds. J'ai fait énormément de levées de fonds. OK. Donc, et donc des restructurations en termes de management, et cetera, pour accélérer la performance, pour pouvoir, créer donc c'est ça, en fait, c'était surtout autour de ça et c'est comme ça que je suis devenue, experte en finance pour les petites et moyennes entreprises, en Oui. travaillant avec des moyens serrés. Oui, c'est Mmh. ça et c'est quoi tes success stories? Tu sais, des idées, là, qui te viennent en tête, là, j'aime toujours ça, là, tu sais? Ou c'est quoi dans cette démarche-là, j'ai le journey en anglais, là, mais dans cette démarche-là, est-ce que tu peux me nommer, dans le fond, une belle histoire à succès qui te rend fière? Puis ça a été quoi ton plus gros défi de travailler avec ces organisations-là?
Alors, les success stories, bah, il y en a plusieurs, mais peut-être, par exemple, j'ai pu travailler avec une entreprise libanaise et créer un joint venture avec des entreprises italiennes. Et OK. on a créé, pas une, mais je dirais 3 ou 4 entreprises avec des partenariats avec des Italiens pour des lancements de marques dans le détail et dans le wholesale dans tout le Moyen-Orient. Wow. Donc, incluant le Liban, les Émirats et l'Arabie saoudite précisément. Et donc, il fallait justement gérer des cultures très, très différentes. Il fallait ensuite pratiquer l'italien. Les Italiens ne parlent pas l'anglais. Et donc, j'étais en train souvent de lire tous les courriels en italien, les contrats en italien, et je gérais toute cette relation-là. Et c'était une relation, effectivement, c'est une entreprise qui a volé. Oui, hein? Mm. De l'hypercroissance. Oui, De à l'hypercroissance. travers donc la création d'acquisition, création de plusieurs entreprises en partenariat avec ces entreprises italiennes. Oui. Ces marques italiennes plutôt. Ces marques italiennes. Mais toi, tu adores apprendre. J'ai jamais vu une curiosité aussi phénoménale. Et quand tu arrives, et comment t'expliques ou comment tu vois aujourd'hui ces différences de culture-là? Comment tu les expliques? Tu sais, par exemple, tu sais, pour moi qui est une Québécoise, oui, d'origine italienne, mais pure Québécoise élevée ici, qui n'a pas vécu dans d'autres pays, comment tu expliques comment on vit au Liban? C'est quoi les différences, les plus grandes différences dans le monde des affaires que tu as pu observer au cours de ces années-là? Énorme différence. OK. Énorme. Ce que j'adore, par exemple, au Québec, c'est la discipline. Il y a une forme de discipline, de rigueur de travail. Il y a une ambition. C'est assidu. Et on a une offre qui est beaucoup plus large que la demande. Du coup, l'enjeu n'est pas nécessairement la croissance. La croissance, elle est là. Il y a Les possibilités sont là. une possibilité de croissance énorme parce que, je veux dire, en fait, c'est le contraire. La demande est beaucoup plus grande que l'offre. Donc, en fait, la demande, elle est là. Il s'agit de structurer l'offre pour qu'elle soit compatible et percutante par rapport à la demande qui existe. Alors que dans les pays arabes, on a l'impression que c'est un seul pays, mais ce n'est pas du tout le cas. Chaque pays est complètement différent dans sa culture et dans son autonomie. Et même croître en dehors de son pays est très compliqué. Ce n'est pas facile de faire du commerce avec un autre pays arabe parce qu'il y a d'autres législations, d'autres droits, etc. Donc, ce n'est pas souvent si facile que ça. Donc, la demande devient restreinte. OK. Donc, on travaille où il faut être beaucoup plus créatif. OK. C'est ça. Donc, je trouve que la créativité dans les pays arabes est plus poussée, mais parce qu'on est obligé. Oui, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, parce qu'il faut toujours faire mieux que d'autres pour arriver. Il faut toujours avoir une offre exceptionnelle, un produit extraordinaire pour pouvoir percer. Oui. Et les grands défis, parce que tantôt, on a dit, tu nous as nommé un exemple de bon coup, mais j'aurais aimé ça que tu nous demandes les grands défis dans tout le management comme ça. Puis on reviendra après aux différences entre les cultures, mais c'est quoi les grands défis que tu as observés dans ta carrière de petite moyenne entreprise? Les grands défis pour les sociétés basées dans les pays arabes, c'est le cash. OK. C'est le cash. OK. Et c'est la croissance. C'est ça, ce sont ça les plus grands défis. Donc, quand on manque de cash, il faut soit faire une levée de fonds, soit ramener des investisseurs, soit ramener des prêts. Et c'est ça les défis. D'où ta créativité. Ben, ouais, Pas le choix. oui. OK. OK. Donc, alors que, voilà, les défis ici sont différents. Ce ne sont pas les mêmes défis. Et d'ailleurs, quand je suis venue ici, que la première fois que j'ai travaillé avec un client québécois, pour moi, c'était évident. La première question que je posais à ce client, pour la croissance, vous voulez faire quoi? Vous voulez croître de combien? Vous voulez peut-être vendre aux États-Unis? Et là,
la cliente m'a regardée avec de grands yeux. Non, on a une belle croissance, mais on n'a pas assez de talent, on n'a pas assez la capacité pour croître plus que ça. La capacité, elle est restreinte parce qu'on n'a pas assez de talent. Oui, Alors, le talent, ici, c'est la denrée rare. oui, Alors que dans les pays arabes, ce qui est une denrée rare, c'est la demande. OK, Il faut créer cette demande. je comprends. Mais ils n'ont pas de problème de pénurie de main-d'œuvre? Pas du tout, Non. pas du tout. Eh bien, Wow. cette pénurie de main-d'œuvre, je l'ai découvert ici. OK. Et je n'en revenais pas, je me pinçais. Ça se peut pas. Mais oui, OK. Des enjeux complètement différents. complètement différent. OK. Et là, et toi, justement, c'est ça qui te fascine, d'apprendre tout ça, de comprendre tout C'est ça. ça. Et là, tu œuvres au Liban, tu as plusieurs projets et tout. Et là, comment tu as évolué, toi? Tu sais, toi, personnellement, oui, tu as accompagné, tu nous expliques un peu qu'est-ce que tu faisais, les différences, mais comment tu as évolué, tu voulais te développer, puis à un certain moment donné, on s'est rencontrés, mais explique-moi un peu ton évolution, toi. Alors, comme je l'ai dit au départ, j'ai commencé par des amis qui me demandaient de l'aide, et puis ça a évolué de bouche à oreille, de bouche à oreille, et j'avais de plus en plus de demandes. Et ensuite sont venues les organisations, comme j'ai dit, demander mon aide, genre la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, USAID récemment, etc. Et ces gens-là, enfin ces organisations-là, avaient besoin de consultants spécialistes pour les petites et moyennes entreprises pour booster l'économie. Parce qu'aussi, alors l'enjeu, les 4 dernières années où j'étais au Liban, c'était la récession. Oui, Une récession énorme, donc de nouveau, la demande. et la demande, Il n'y avait exactement. pas de demande. Et comment on fait pour vendre les produits, les services en dehors du Liban? Comment on fait pour croître? Comment on fait pour trouver de nouveaux marchés? Et c'était ça l'enjeu. Mais honnêtement, c'était devenu très fatigant parce que j'étais souvent face à des entreprises qui étaient au seuil de déposer le bilan. Oui, oui, Donc, et on venait vers moi, sauf cette entreprise, donc, c'était vraiment, c'était très difficile les quelques dernières années. Et c'est là, à ce moment-là, où j'étais venue en visite ici au oui, Québec oui, et je t'ai rencontré et tu me parles de la méthode Scaling Up. oui, Et c'est là où je découvre cette méthode Scaling Up et je me suis dit, pourquoi pas? J'avais envie d'évoluer dans une méthode qui était vraiment dans l'hypercroissance et non pas dans la restructuration des entreprises en difficulté. Parce que les 4-5 dernières années, j'étais plus dans ça. oui, oui, D- exactement. Puisque c'était le marché, c'était là où j'opérais. C'était Oui. des entreprises qui étaient plutôt malades, Malade, puis ça devenait de plus en plus difficile. de plus en plus difficiles. Donc, et c'est comme ça que j'ai commencé cette aventure-là de Scaling Up. Et au même moment, c'était juste une coïncidence, mais le Liban est devenu un Oui, désastre économique. parle-nous de ton pays, justement. Alors, mon pays c'est un sujet extrêmement difficile Oui, parce que les 18 premières années de ma vie, je les ai vécues dans des années de guerre. J'ai vécu toutes sortes d'atrocités. Euh, et venir au Canada m'a ouvert les portes. Et c'est pour ça que j'adore le Canada, j'adore le Québec, parce que ça m'a permis de me développer en tant que personne. Et au Liban, les 18 premières années, j'étais en mode survie. oui, Et en fait, ce qui m'a fait réagir les 4 dernières années parce que là, je ne vis plus au Liban, enfin, on l'a peut-être pas mentionné, mais je ne vis plus du tout au Liban. Les 4 dernières années avant de quitter le Liban, je me suis ressentie dans ce mode de survie, mais c'était la survie des entreprises. oui, Et ça m'a étouffée. Honnêtement, c'était étouffant. oui, Et c'est pour ça que Scaling Up m'a permis d'être de nouveau très optimiste et positive vis-à-vis de belles histoires et non seulement d'histoires difficiles. Et là, le Liban, depuis 4 ans, vit un désastre économique.
le pays, le pays a déposé le bilan, le pays en entier, Oui, le gouvernement, il y a des restrictions bancaires, les gens ont perdu tout leur argent, il y a une inflation, la dévaluation de la monnaie locale, et les gens sont vraiment en mode survie. Et là, avec tout ce qui se passe dans la région en ce moment, ce n'est pas du tout facile. Le pays est même en danger de guerre. danger de guerre. Alors, c'est ça. Puis vous avez toujours avec... et puis on était ensemble à Nashville il y a quelque temps, justement. Puis, tu sais, on a eu des bonnes discussions à ce sujet-là. Puis justement, l'intention ici, ce n'est pas de parler de politique, mais plus parler en bout de ligne d'humain. Puis moi, j'admire parce que moi, j'ai mon conjoint est libanais et il ne parle pas beaucoup de ça. Tu sais, il ne parle pas beaucoup de son enfant jusqu'à 18 ans, mais je sais qu'il a quitté 3 fois le Liban, il est retourné dans son pays. Il a vécu des choses très difficiles, puis c'est quelque chose que vous ne parlez pas, mais je pense que ça vous a donné une belle force de caractère. Mm. Et on voit beaucoup de Libanais entrepreneurs aussi. Hein? C'est comme dans votre ADN. C'est parce que les conditions dans lesquelles on a grandi nous forcent à être créatifs, Oui, créatifs dans les solutions. oui, C'est ça, en fait, c'est la créativité des Libanais. Ils sont très oui. créatifs, ils sont très... Puis il y a combien de Libanais qui restent en dehors du Liban? Il me semble, tu sais, il n'y avait pas une stat de dire il y a 4 millions de Libanais, mais en dehors, il y en a 12 millions, quelque chose comme ça. autour de ça, oui, 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 on hein, n'a jamais c'est- pu les comptabiliser, mais ils sont partout. Ils sont partout, partout, partout. Oui, justement. Non, non, justement. Aïe, aïe. Ah, mais je les adore. Non, puis moi, j'ai découvert un peuple, un peuple de gens qui aiment vivre, l'art de vivre. C'est quelque chose de très important. La nourriture, là, c'est incroyable, la C'est la richesse. joie de vivre, parce que quand on vit avec l'épée de Damoclès constamment et qu'on sait, du moins quand j'étais jeune et même à l'âge adulte, hein, je peux te dire aussi que durant ces 15 années que j'ai vécues au Liban, donc la deuxième fois, Oui, il y a eu plusieurs guerres. oui, Et il y a eu l'explosion. oui, Où j'étais là-bas durant l'explosion, la grande explosion du 4 août, l'énorme explosion nucléaire. Et quand on touche à la mort d'aussi près, quand oui, on la tâte, on a envie de vivre. oui. Parce que vous, votre condo a été touché par ça. Hein? Oui, Toutes les oui. vitres ont Oui, oui, explosé. on a échappé de justesse à la mort. Oui, Moi et mes 2 enfants. Mon mari était en Arabie Saoudite à ce moment-là. Moi, j'étais de passage au Liban, en fait. J'étais déjà au Canada, oui. mais j'étais repartie pour 3 semaines de vacances. Et j'ai eu l'explosion, et l'explosion était en face de notre appartement. On a été sauvés, et par je ne sais quelle énergie. Mais c'est positif parce que là, aujourd'hui, tu te dis, regarde, et c'est là, je m'en rappellerai toujours quand tu es arrivé à Montréal, tu as dit, c'est assez le Liban. C'est pas que j'aime pas mon pays, j'adore mon pays, puis tu veux que j'aille le visiter pour justement connaître l'esprit de fête, de célébration et tout. Mais tu as décidé ici d'acheter une maison dans le centre-ville puis de dire, ça va être ici notre nouveau nid. Euh, Tu m'impressionnes par cette fougue-là et cette énergie-là. Tu sais, nous, le Québécois, il n'y a pas cette énergie-là. Là. Tu sais, on reste dans notre petit patelin, puis dans le même coin et tout ça. Mais tu sais, juste par ton parcours, tu as vécu dans plein de pays, puis tu as encore l'énergie de revenir à Montréal et de construire une super belle maison et tout. Mais je pense que c'est important pour toi pour le faire. Hein? C'est très important psychologiquement de créer un nid, Oui, de créer un home, comme on le dit, pardon. oui, Un home, c'est où le home? oui, Et en fait, c'est là où on a envie de le créer. Et je dis toujours, on ne peut pas. Et les gens me demandent souvent comment tu as pu tourner la page. oui, Ben, en fait, c'est en écrivant une nouvelle page. oui, Il faut l'écrire. Il faut écrire ce nouveau chapitre. On ne peut pas tourner la page s'il n'y a rien devant nous. oui. Donc, j'ai décidé de l'écrire en construisant une très belle maison au Canada, en retrouvant des très belles histoires d'hypercroissance ailleurs, et Oui. en me recréant aussi un tout petit peu professionnellement. En fait, ce n'est pas recréer, c'est juste shifter d'angle. Shifter.
Parce que toute ton expertise de toutes ces années-là te sert tellement aujourd'hui dans ton travail. C'est la résilience, oui, la résilience. Oui. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote très, très drôle. Quand je suis venue ici au Canada, après, il y a eu l'explosion du 4 août. Le lendemain, 5 heures, à 8 heures du matin, j'étais déjà sur l'avion pour revenir à Montréal. Et d'ailleurs, les gens à la douane en sont, je crois, toujours eux-mêmes un peu choqués parce qu'on est venu on n'a même pas changé nos vêtements. On est venu et on était blessés. Okay. Et bref, donc, on passe 2 semaines. C'était durant Covid, donc on était en confinement. Et première chose, je prends rendez-vous avec une psy québécoise. Je me suis dit, j'ai certainement un PTSD suite à cette explosion. Moi et mes enfants, je vais commencer par moi. Je vais aller consulter quelqu'un, c'est très important. Et là, je lui explique et je fonds en larmes et je dis ceci, cela. Et j'ai vécu 1000 traumas dans ma vie et ce n'était pas le premier. J'étais, je crois, à mon 8e grand trauma. Et bref, elle me dit, écoutez, je vais vous donner des formulaires à remplir. Elle me donne une tonne de papiers à remplir sur les traumas. Il faut aller citer tous les traumas que j'ai vécus dans ma vie, genre les explosions, les guerres, les massacres. J'en ai vu et j'en ai vu. Je ne vais pas les citer. On est là dans un contexte business. Donc, je cite tout ça avec des dates, avec des trucs. Je fais mon Excel parce que, évidemment, j'adore les Excel. Donc, je fais une grosse Excel, une liste Excel de la liste de mes traumas. Et je remplis un autre formulaire dans lequel elle teste mon niveau de dépression, mon niveau de traumatisme réel. Oui. Et là, elle voit ça. Et elle en était pétrifiée. Elle n'en revenait pas. Oui. Elle me disait, mais je ne saurais quoi vous dire. Je ne saurais quoi vous dire. Moi, je n'ai pas l'expérience de ce type d'expérience. Et ici, le maximum que j'aurais pu faire, c'est traiter quelqu'un qui a vécu un incendie. Mais madame, je dois vous dire que vous avez même échoué le test de la dépression. Vous n'avez pas de dépression. Wow. Vous n'avez pas de traumatisme. Donc, ouais. Et là, c'était en fait elle qui... C'est cette force de caractère-là, tout ça. Ouais, mais ce n'est pas... Et elle n'en revenait pas. Elle a commencé à me poser beaucoup de questions sur cette résilience-là. Donc, comment est-ce qu'on peut en sortir de toutes ces expériences sans... Plus fort. Ouais. Et en fait, ce n'est pas seulement moi. C'est génétique. C'est toute une population qui vit ça. C'est toute une population qui refuse d'en parler, justement, et qui va de l'avant. Donc, c'est la perspective de l'avenir, de la belle vie. On vit, on en profite. Eh oui, j'en profite beaucoup quand je suis avec toi. Mais je suis contente que tu nous en parles parce que c'est ça, on ne veut pas rentrer dans le détail, on ne veut pas être dans le négatif, mais c'est quand même une réalité. Et moi, j'ai lu un livre. En fait, moi, je dirais, c'est pas tant la résilience qu'un livre qui a été écrit, je ne me rappelle plus de l'auteur, mais ça s'appelle Anti-Fragile. Puis être anti-fragile, c'est beaucoup plus de la résilience. C'est faire vraiment d'un obstacle une opportunité. C'est exactement ça. C'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça. You pinpointed it, c'est ça. Oui. Fait que, tu sais, vous devenez antifragile carrément. C'est de dire, OK, amène-en des traumas, il n'y a pas de problème, on va trouver des solutions, puis on va trouver des opportunités là-dedans. Et c'est ça, la créativité. Oui, oui. C'est ça. C'est en fait quand on voit, et d'ailleurs, je le dis toujours, c'est ma devise, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Oui. Quand j'ai un problème en face de moi, c'est un challenge. J'ai envie de trouver la solution. Alors, et là, je vais raconter quelque chose de personnel. Je t'en dois une. J'apprends que j'ai le cancer et là, mon rouge foncé à 98 me met en mode action. Je veux me faire opérer au privé rapidement. Et là, toi, tu parles avec Éric, mon conjoint, et tu trouves des solutions. Et là, moi, je n'avais pas de contact. J'étais complètement à terre. J'ai dit non, je veux me faire enlever ça le plus rapidement. J'ai des masses. Non. Le docteur Otaki va m'opérer, blablabla. Et là, je vois mon conjoint qui, lui, est dans le détail bleu d'analyse. Il est blingue. Puis là, il ne sait plus quoi faire. Il se retourne vers toi. Toi, tu as fait aller ton réseau de contacts et pensez à ça, là. Tu sais, là, t'es nouvelle ici, là. Oui, tu as vécu pendant... Et là, tu me trouves un rendez-vous à 8 heures
Lundi matin. Le lundi matin, parce que je me faisais opérer, je pense, le jeudi, et je rencontre l'autre médecin. L'autre médecin me calme le pompon. Il dit non, tu as besoin d'un IRM, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Fait que tu m'as comme sauvé la vie, là, parce qu'il me restait une masse de plus que j'aurais jamais détectée. Fait que c'est grâce à toi. Fait que, tu sais, c'est comme, je te remercie publiquement. Je suis touchée par ces remerciements, mais Oui. effectivement, c'est peut-être que je suis habituée à fonctionner en crise, en Oui. situation de crise, et je sais gérer les situations de crise. Oui, Et je me souviens que j'ai dû appeler Eric, oui, paniquer, quand j'ai Oui. su que tu allais faire une opération aussi vite sans avoir fait les bons diagnostics. oui, Parce que pour moi, il fallait commencer par un excellent diagnostic. oui. Et c'était évident que ça n'avait pas été fait dans Dans les dans les règles de l'art. Et je me souviens, j'appelle Eric et Eric me dit, mais tu ne connais pas Cléo, elle n'écoute personne. J'ai dit, je ne demande pas qu'elle m'écoute, j'impose. C'est bon. J'ai dit lundi matin, j'aimerais que vous alliez à ce rendez-vous. On en reparlera après. Oui, exactement. Et là, j'ai rencontré Dr. Younan, j'ai tout suivi le processus. Et on se le dit souvent, moi et Eric, on dit, ben, par chance que Karine était là, on y en doit une. Ça m'a calmée et tout grâce à toi. Fait que justement, mais tu sais, encore plus aujourd'hui, je comprends cette force-là d'avoir été chercher des solutions, d'être créative. Non, 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 tu feras pas ça. Tu vas passer par là et tout. Écoute, c'est extraordinaire. Fait que je te remercierai jamais assez pour ça. Vraiment, 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 merci. Mais justement, ça amène tout son lot, son lot son lot de bienveillance aussi, tu sais. Oui. C'est incroyable. Ouais, Vous vous tenez beaucoup, tu sais, ensemble, l'espèce d'entraide. Tu as une copine aussi qui a passé par travers des moments difficiles. très difficile. Tu l'as aidée énormément, la même J'étais là. chose. Je suis là et je suis encore là. Oui. Je suis encore là pour elle tous les jours. Oui, en fait, pour moi, ma priorité numéro 1, c'est d'aider les autres. Oui, Qui que soit cet autre. oui, Dès que je vois que je peux aider, que j'ai la capacité d'aider, que j'ai les connaissances pour, oui, ça va tout de suite être ma priorité 1. Je peux être au milieu d'une réunion des plus importantes. Je vais recevoir un coup de fil de quelqu'un qui a besoin de mon aide je vais tout arrêter. Au Oui. moment même, je vais prendre une pause de 5 minutes, je vais aider, je vais revenir. C'est pour moi quand même une mission très importante. oui. Et tu le fais drôlement bien. Tu le fais drôlement bien. Oui, c'est bien. Et là, si on revient un peu, fait que là, il y a les 2 enfants qui grandissent au même moment. Ouais. Tes 2 enfants qui, une a terminé McGill, mais Oui. l'autre est en train de terminer aussi McGill bientôt. McGill. Alors oui, il faut dire qu'on est 4 de McGill. 4 de McGill. OK. Une famille, il y a un Il y standard. a une famille de McGillians. C'est bien. Et chacun dans un département différent parce qu'on n'aime pas empiéter les uns sur les autres. C'est parfait, ça. Excellent. Et Nabi a fait quoi, lui? Quelle concentration? McGill? Engineering. Ah, Moi, ingénieur. commerce. OK. Mon fils, science, et ma fille, art. Ah, Voilà. On c'est a parfait. tout couvert. Tout couvert. Ah, parfait, j'aime ça. Et alors là, tu reviens t'installer ici à Montréal, tu crées le nouveau nid familial. Et là, tu commences dans l'approche Scaling Up, la méthode. Et dans le fond, c'était le fun parce que ça te donnait une structure de travail. Puis toi, tu aimes ça comme le côté structure. Moi, c'est sûr que je baigne là-dedans depuis une 15 Même années. pas. Mais ça a été quoi les points forts que tu as vus de cette méthode-là? Comment ça pouvait t'aider, en fait, à accompagner et à aider les gens à ce que tu veux faire? Je trouve que c'est une méthode extrêmement simple. Oui. Simple à comprendre. Et en fait, comment on dit empowers en français? It empowers Oui. l'entrepreneur. Oui, oui, Et c'est, si tu veux, c'est le lien entre ma vie précédente et celle-là. oui. Parce qu'en fait, je dis toujours, quelle est la différence entre être management consultant, ce que je faisais les 15 ans d'avant, et être coach? Mhm. Ben, en fait, en étant consultante, tout simplement, tu ramènes les réponses à tes clients. Tu vas faire les études, et tu vas venir avec la recommandation. Et eux, ils vont trouver la recommandation extraordinaire. Sauf que qui va l'exécuter? Il n'y a pas le empowerment. Alors que dans la méthode Scaling Up, c'est exactement les mêmes notions. Oui, Sauf qu'au lieu que moi, je viens de dire, bah, j'ai la solution, il oui, faut faire ceci, cela, je vais les aider à eux trouver cette solution-là. Donc, Oui. je pose les bonnes questions. Au lieu de leur donner les réponses, je pose les bonnes questions. En posant ces bonnes questions, c'est eux qui ramènent les réponses. Et quand on ramène une réponse, ben
elle On nous appartient. grandit, on Elle nous évolue. appartient, la réponse. Oui, There is this ownership, oui, et donc automatiquement, on va l'exécuter parce qu'elle est à nous. oui, L'idée est quand l'entrepreneur va sentir que c'est son idée, oui, ben, il va l'exécuter. tellement. C'est ça la vraie différence. Mais en fait, dans le fond, c'est plus ou moins les mêmes concepts. Rien n'a été inventé. C'est juste la manière. Oui, la manière, puis en même temps, c'est intéressant parce que c'est de faire grandir les gens, Ben faire oui. grandir les équipes, les voir se transformer. J'ai reçu justement au podcast un peu plus tôt un client, mon deuxième client, je lui ai avoué aujourd'hui, j'ai dit, t'étais mon deuxième client, il dit avoir su, il dit. Alors, mais tu sais, de voir évoluer 12 ans plus tard, cet entrepreneur-là qui a fait de la croissance, qui s'est développé comme humain, qui est extraordinaire, c'est un cadeau, tu sais, c'est pas du travail qu'on fait. Ah ben absolument pas. Moi, j'adore, je suis passionnée par ce que je fais à tel point que j'ai pas l'impression de travailler, honnêtement. Exact. Ben, c'est aussi, ça ressemble à ma mission d'aider l'autre. Oui. Donc, que cet autre soit professionnel ou qu'il soit un humain qui a besoin de n'importe quelle aide. Qui a une tête de cochon, comme on dit en bon québécois, puis qui écoute personne. C'est pour moi l'aide, c'est Oui. aider. Oui. Et c'est très gratifiant, extrêmement gratifiant, surtout dans le coaching, Oui. de voir ce résultat très vite se développer. Oui. Oui. Alors aujourd'hui, tu as intégré les concepts, tu es certifié Scaling Up et tout. Et là, parce que ton mari, je pense, Nabi est à Riyad. Donc, toujours relation à distance. Toujours relation à 28 ans après. 28 ans plus tard. Alors, vous êtes exceptionnels. Le couple fonctionne encore. Le fonctionne encore. Vous êtes tellement beaux à voir ensemble. Puis je vois que vous aimez ça, avoir du plaisir en plus. C'est extraordinaire. Alors, lui travaille là-bas et toi, tu as décidé, en fait, d'être, parce qu'on choisit souvent des coachs Scaling Up par région. Donc, toi, tu desserres vraiment les Émirats arabes. Les pays arabes, on va dire les pays du Golfe, parce qu'en fait... OK, ça peut être très large. Ça peut être très large. Je travaille au Qatar aussi. OK. Donc, j'ai Qatar, l'Arabie Saoudite, peut-être demain le Koweït. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est les pays arabes. Et il n'y en a pas beaucoup de coachs Scaling Up dans la région. Il y en a 2 ou 3. Oui. Il n'y en a vraiment pas. Et donc... Et là, et tu as parti ça il y a combien de temps là-bas? 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Oui. Et comment ça se passe? Ça se passe très, très, très bien. Oui. Le Scaling Up commence à être assez connu, la méthode Scaling Up. J'adore. Et il y a Vern Harnish qui va aller à Dubaï en février pour faire, avec l'organisation EO, ils vont faire 3 jours de Scaling Up. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui participent. Donc, vraiment, la méthode commence à être connue et c'est très intéressant. Je commence à avoir des clients très intéressants aussi, avec des dynamiques complètement différentes de ceux du Québec. Oui. Encore une fois, des cultures différentes, des dynamiques différentes. Par exemple, en reparlant du talent et de la main-d'œuvre, là-bas, les sociétés sont souvent overstaffed. OK. Overstaffed, alors qu'ici, c'est toujours understaffed. Oui. C'est overstaffed. Il y a trop de talent. Oh, wow. Mais c'est pas souvent le right person on the right seat. Donc, on est plus dans Ouais. le face tool, le pace tool. L'exécution n'est pas la bonne. Il faut beaucoup travailler sur la discipline. OK. La discipline, c'est ça. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Mais du moins, tu n'es plus dans de la restructuration. Non. Exact. C'est ça. Ben oui, parce qu'on a reçu sur notre podcast Jocelyn Rioux aussi, qui avait fait plus de 200 comme restructuration. Puis tous les gros dossiers à Montréal, quand il fallait comme se retrousser les manches, c'était Jocelyn qui était dans ces dossiers-là. Et lui aussi a parti sa firme de coaching. Puis aujourd'hui, il fait du coaching justement dans comment les équipes doivent se parler. Ça s'appelle le plan B, coaching. Et il est très, très bon. Puis c'est ça qu'il disait à un moment donné, il était fatigué. C'est déprimant. C'est déprimant. C'est pas facile d'avoir cet esprit-là toujours d'être en mode sauveur et surtout avec le contexte personnel. Tu te dis, je peux-tu être dans la joie, le bonheur, l'hypercroissance, les gens heureux qui veulent investir? C'est ça.
Et moi, j'aimerais ça qu'on fasse la différence. En fait, les enjeux, en fait, on va parler ici des entrepreneurs parce que tu interviens maintenant, on a une belle collaboration ensemble parce que justement, tu as un volet financier que je n'ai pas du tout. OK? Il faut savoir Je- où on est bon. J'ai Hein? travaillé longtemps dans la finance, C'est ça. de tout aspect. De tout aspect, exactement. Et il y a un volet, en fait, dans les 4 décisions critiques à la croissance, les individus, la stratégie, l'exécution et les liquidités. Moi, les liquidités, c'est toujours le parent pauvre que dans mon coaching et dans mon approche, c'est comme j'espère qu'ils ont un CFO puis que tout est bien géré. Mais quand je t'ai découvert, j'ai fait Oh my God, OK, elle peut vraiment m'aider. Fait qu'on a développé cette collaboration-là ensemble où on travaille et toi, tu vas venir intervenir avec mes clients pour faire l'analyse du volet financier, le cash flow story. Alors, j'aimerais que tu nous parles, parce que là, j'ai la meilleure personne devant moi, que tu nous parles du volet liquidité de Scaling Up pour éduquer nos entrepreneurs à ce qu'ils puissent avoir les bons réflexes et faire attention. Oui, alors effectivement, première chose, il faut jamais mélanger profit et cash. Oui, Profit is not equal to cash. Et ça, c'est déjà, les entrepreneurs, normalement, vont regarder leur P&L. oui, En fait, le P&L, le net profit, n'est pas équivalent à qu'est-ce qu'on a en cash, en en liquidité liquidité. dans la boîte. Et pourquoi c'est tellement important? Parce qu'en fait, si on y pense, quand on calcule la valorisation d'une boîte, si on veut faire un exit, on fait la valorisation sur quelle base? Oui, Pas sur le profit. non. On le fait sur le cash ou sur le EBITDA, parce que le EBITDA, c'est la métrique qui est la plus proche du cash. C'est pour ça qu'on Oui, le fait, parce que c'est plus facile. On fait un multiple du EBITDA. oui, Ou alors, on fait le net cash flow NPV method. Et ça, on a la vraie valorisation d'une boîte qui est basée sur le cash. Donc, c'est pour ça que le cash, c'est la mesure qui est la plus importante pour une entreprise. Et pourquoi donc? Parce que le cash nous permet de respirer. oui. Quand on a du cash, de la liquidité dans les entreprises, euh, euh, tu sais, très souvent on dit ah, il a été chanceux. Ben non, il n'y a pas de chance. On prépare la chance. La chance, c'est par exemple d'avoir un talent exceptionnel. Il faut l'embaucher immédiatement, mais il coûte cher. Ou alors une entreprise qu'on a envie d'acheter parce qu'elle complète notre offre. Eh bien, on a besoin de cash. Il faut avoir Une santé financière. une santé financière et des réserves en cash. Mais comment on les construit, ces réserves en cash? Voilà, c'est une stratégie. Oui, Il faut avoir une stratégie financière, oui, pas seulement une stratégie de marketing. Il y a oui. la stratégie financière. Et c'est là où j'aimerais aussi euh, mettre Les points de vigilance aussi. l'accent sur ce que j'ai remarqué en travaillant avec des clients qui sont dans une très belle croissance, qui sont des vrais scale-ups. Parce que comment peut-on dire c'est un scale-up ou pas? Une croissance de 20% et plus par an, c'est un scale-up. Mhm. Tes clients, Cléo, sont pour la plupart des scale-ups. Et pour la plupart, on mélange comptabilité et finance. OK, explique-moi ce que ça veut dire, justement. Voilà. Donc, un comptable, il compte. Et son job, c'est de compter, faire les déclarations et les envoyer à l'État pour la déclaration. C'est ça le vrai job d'un comptable. Mais compter n'est pas un exercice facile. Ça ne veut pas dire que, au contraire, c'est un exercice très complexe qui demande beaucoup de minutie, beaucoup d'organisation, etc. Mais un comptable, par sa minutie, n'a pas les talents d'un financier. Donc, c'est quoi la finance? La finance, c'est en fait comme financer. Donc, quand tu finances, tu finances avec des investisseurs, avec des prêts. Donc, est-ce que, donc, c'est en fait le capital injection dans la boîte, c'est les prêts, c'est le budget, c'est les prévisions. Et ça, c'est le return on investment. Oui, Et ça, c'est les finances. oui. Donc, on ne peut pas mélanger les deux. Ça ne peut pas être la même personne qui fait les deux parce que c'est un autre état d'esprit. OK. Et donc, quand on travaille avec un bon CFO, on a les capacités donc de créer une stratégie financière sur justement quels sont nos targets en réserve de cash, comment on va faire circuler le cash, comment on va augmenter notre EBITDA. Pour augmenter cet EBITDA qui en fait
une mesure du cash, il faut augmenter les marges. Un comptable ne peut pas travailler sur une stratégie d'augmentation de marge. Ce n'est pas le job du comptable. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, et c'est souvent, la comptabilité est un département qui est... Le parent pauvre c'est ça. On l'oublie. On l'oublie. On pense que juste parce qu'on a bien compté, qu'on a fait de beaux bilans, qu'il y a un auditor, un expert comptable qui a revu tout ça, qui a signé que c'est bon. Ben non. Et encore, un responsable de finance va créer les bons métriques, va créer les bons rapports, va développer un bon ERP system qui va nous permettre d'avoir les données pour faire une bonne analyse et pour faire donc les bonnes projections, les bonnes prédictions financières, etc. Oui. La bonne nouvelle, c'est que quand je t'ai demandé de travailler avec mes clients, tu m'as dit, si je veux travailler avec tes clients, il faut qu'ils m'envoient leur état financier des 3 à 4 dernières années. Oui. Et là, tu disais, probablement qu'ils n'ont même pas. On verra comment ça marche. Mais finalement, ils les avaient tous, right? Parce qu'ils sont disciplinés. Ils sont disciplinés, c'est ça, la différence entre... Alors, oui. Parce que souvent, dans les pays arabes, j'arrive pas à faire cet exercice, il n'y a même pas ça. Il n'y a même pas ça, exact. Alors là, il y a une belle collaboration entre Scaling Up et The Cash Flow Story, Alan Mills, qui est comme le gourou un peu du cash, sur lequel... Très bel outil. Oui, hein? Très, très bel outil. Très bel outil. Alors, parle-nous un peu de cet outil-là. Alors, cet outil, pour moi aussi, ça a été une découverte parce que j'ai toujours fait des analyses financières, etc. Mais cet outil, en fait, comme la méthode Scaling Up, c'est basé sur l'efficacité. Donc, en fait, c'est très rapide. Donc, ça me permet très facilement d'avoir un helicopter view de ce qui se passe, de la performance et de la dynamique financière de l'entreprise. Donc, juste en prenant les bilans financiers des 4 dernières années, les audited financials, je les réinsère dans cet outil et j'ai les données immédiatement, j'ai les métriques, j'ai tout ce qu'il faut pour que je puisse voir au-delà des chiffres et pouvoir les analyser. Les analyser du côté finance, pour faire du coaching. Pour faire du coaching, pour voir exactement quels sont les leviers qu'il faut absolument, sur lesquels il faut appuyer pour avoir le plus d'impact sur le cash. Oui. Et ce qu'on a découvert en travaillant avec tes clients, c'est en fait, et il y a 7 leviers. 7 leviers. Il y a le prix, le volume, le coût des produits vendus, le overhead, et ensuite les 3 leviers du cash flow qui sont les recevables, les payables et les inventaires. Je te donne ces 7, tu vas me dire, ah, c'est beaucoup. Et effectivement, c'est énorme. On ne peut pas travailler sur les 7 en même temps. Donc, en fait, l'intérêt de cet outil, c'est qu'il va immédiatement nous montrer le power of one. C'est lequel de ces leviers-là, en changeant 1% de ces leviers-là, va me donner le plus d'impact sur mon cash. Et on va se concentrer sur ces 1 ou 2 leviers. Donc, ça permet aux chefs d'entreprise de faire un laser focus sur 1 à 2 leviers de cash. Pour être sûr de ne pas passer à côté, de bien gérer sa croissance. Pas passer à côté et surtout de mettre, le 80-20 rule, c'est de mettre les 20% sur ce qui va ramener le 80% d'impact sur ton cash. OK. Alors, souvent... Oui, c'est quoi les grands éléments clés de ces 7 leviers-là qui reviennent souvent? Celui qui revient le plus souvent chez les entrepreneurs, c'est que quand on leur dit quel est le levier qui va avoir le plus d'impact, le prix ou le volume, tout le monde pense que c'est le volume. C'est pas ça. C'est à 90% des cas, le prix. Donc, au lieu de mettre tellement d'efforts pour vendre plus en quantité, pourquoi ne pas faire un effort d'augmenter le prix de 1 à 2% qui vont aller directement dans mon cash? Oui. Donc, et dans ta profitabilité. Et dans la profitabilité, évidemment. On mesure, dans le cash flow story, on regarde toujours le cash. Parce qu'au final, le EBITDA, c'est ce qui compte pour la valorisation d'une boîte. Parce que l'objectif ultime d'un entrepreneur, c'est le exit. Oui. Personne n'est là. Personne ne va rester vivant pour 1000 ans. Donc, il y a un exit. Oui. Et le exit peut être multiple. Ça peut être soit vendre la boîte, mais ça peut être léguer la boîte à ses enfants. Oui. Ça peut être céder ses parts. Et donc, c'est pour ça que la valorisation de la boîte doit être l'objectif permanent. Oui.
Définitivement. Et entre-temps, même si oui, il y a un exit à un certain moment donné, mais c'est juste aussi d'être capable de bien financer les projets d'hypercroissance. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup, puis on l'a vu, on nommera pas de nom, mais il y a des gens qui ont vécu de l'hypercroissance et qui sont arrivés et qui avaient le même cash que quand ils faisaient 5 millions, mais sont rendus à 10 millions. Puis là, c'est là que toi, tu les as bien avisés. Tu dis, hé, time out. OK, là, vous aurez plus de cash, là. Voilà. Alors, et très souvent, ça arrive. Effectivement, comme tu le dis, et c'est arrivé avec des clients chez toi, pour le moment, ils ont du cash entre les mains. Et ils réalisent pas que le danger Oui, est là. oui, On le voit et on peut le montrer à travers cet outil-là où va être le... Parce que très souvent, ils sont en train d'utiliser les réserves du passé. oui, Et comme le cash est là, oui. le chef d'entreprise ne le réalise pas. Le profit and loss me montre un beau profit. Je suis tranquille. On arrête là. On arrête là, puis il n'y a pas de proactivité par rapport à ça. On ne réfléchit pas à comment on va s'assurer d'avoir les liquidités nécessaires. C'est ça. Et d'autres observations. Fait qu'on a parlé, c'est que moi, c'est ce que j'observe depuis des années, c'est comment le prix est sous-estimé et comment j'ai même des clients qui ont perdu parce qu'ils n'ont pas fait un ajustement de prix, parce que les matières premières ont augmenté. Ils ont perdu des 800 000 de profit dans une année juste parce qu'ils n'ont pas réajusté. Ils ont dit, ah, nous, on ajuste le prix une fois ou deux par année. Non, il faut que ce soit en continu, il faut que ce soit itératif pour s'ajuster. Sinon, c'est vous qui mangez votre profit directement dans vos Absolument. poches. Le prix, c'est des 7 que je viens de nommer, des 7 leviers, c'est probablement pour moi le levier le plus important Oui, et souvent celui que les entrepreneurs ne regardent pas, c'est celui qui est responsable du pricing dans une entreprise. On ne le sait jamais. Ah, oui, c'est c'est vrai. peut-être lui. Il n'y a pas un département de price, c'est parfois le marketing, c'est parfois la comptabilité, c'est parfois... Oui, Quelle est la méthode qu'on utilise pour faire du pricing? Le plus souvent, il y a 2 méthodes vaguement qu'on va utiliser. C'est le cost plus, oui, OK? Ou alors, ben, le market pricing. On va voir quel est le prix du concurrent. Ben, tiens, je vais mettre autour. oui, Alors que, quel est le prix d'un produit que je vends? oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est la perception de la valeur. Comment est-ce que mon client perçoit la valeur de mon produit? C'est ça que le client est prêt à payer, la valeur qu'il voit. Or, comment est-ce que le cost plus ou le market pricing, il est relié à cette valeur-là? Pas du tout. Si mon coût de produit vendu, je lui mets un plus, ça ne représente pas la valeur Exact. exacte du produit. Exactement. Et je me rappellerai toujours, on avait fait justement le Power of One avec un client. Et là, la personne, tu sais, finance, tout ça, s'était occupée de ça. Mais finalement, ce qu'il s'était rendu compte qu'il augmentait toujours le prix, mais les vendeurs n'arrêtaient pas de donner des escomptes pour closer, là, on dit Ça, c'est le plus grand risque. c'est le plus grand risque. Alors là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis un indicateur de performance à tous les mois pour limiter le taux d'escompte. Parce que tu as beau augmenter ton prix, mais si après tu vends à la baisse puis que tes vendeurs veulent faire des ventes, ben tu n'es pas plus avancé. Fait que, C'est de là c'est pour doit ça être... qu'il faut mettre des KPI très pertinents dans une Oui, entreprise. Mettre un KPI juste basé sur la croissance des revenus ou la croissance du nombre de clients, mais en donnant des escomptes à côté, c'est tuer le profit, c'est tuer oui, le cash. oui, exact. Exactement. Fait que ça, c'est des exemples. C'est quoi les autres exemples, mettons, qui pourraient peut-être donner des idées à des entrepreneurs qui ont ces mauvaises habitudes-là, on va dire. T'sais. Fait que là, on parle du prix qui est important, valider le taux d'escompte. Quoi d'autre qu'on voit souvent? Eh ben, comme je vous l'ai dit déjà, to appoint someone dans les finances pour Qui regarder est en et charge, qui est... l'imputabilité du pricing? Oui, et ben, déjà, donc un chef de finance qui va faire en sorte qu'il y ait une stratégie financière. Et en fait, le pricing, c'est un process. Oui, C'est en fait, finalement, pourquoi le pricing, il n'y a pas un accountable person? Parce que c'est un process sur lequel on met jamais une accountability. oui. Voilà. Mais en même temps, ça prendrait quelqu'un qui pourrait mettre plusieurs personnes, mais qui Ça est peut en être une charge de équipe. ça. Exact. C'est une équipe, c'est un process. Parce que pourquoi c'est un process? Parce qu'évidemment, il y a le coût des produits vendus, mais il y Oui, a aussi le marketing, il y oui, a aussi l'opération, il y a le manufacturing. Donc, il y a toute une oui, En fait, le prix,
c'est une astuce et ça prend énormément de talent pour Oui. pouvoir le fixer. Et je suis très Et Oui. ça demande, excuse-moi, je t'interromps, ça demande aussi, pour pouvoir fixer un prix, le bon prix, ça demande quoi au juste? Ça demande une connaissance du client. Oui. Il faut très, très bien connaître son client et donc avoir une très bonne stratégie, sandbox, core customer, connaître son client et puis offrir un produit qui va juste aller résoudre le problème de ce client. Résoudre le problème pour avoir la bonne perception de valeur. Exactement. Oui. Il y a un très bon livre, hein, Confession of a Pricing Man, qui est un livre qui Exactement. parle vraiment de ça, de la perception de valeur. Voilà, c'est mon livre de chevet. Oui, hein, c'est ça. On pourra le mettre dans les notes. Et advenant le cas, parce que là, il y a d'autres évaluations, c'est quoi les gros enjeux aussi que tu as vus par rapport aux finances? Fait que la notion de qui est imputable, bon, de pricing, tout ça, de peut-être d'avoir des indicateurs qui vont, moi je dis toujours Oui. avoir des indicateurs qui vont amener les bons comportements, mais quoi d'autre? Alors, ce que j'ai pu aussi réaliser, c'est que comme ce sont des scale-ups, réellement Oui. des scale-ups, il y a toutes ces sociétés sont en train d'investir. Oui, Soit d'investir dans une infrastructure, donc de nouvelles usines, oui, soit investir dans des acquisitions. oui, Donc, ça pompe le cash. oui, Et très souvent, ces boîtes sont un peu inquiètes parce qu'elles se retrouvent sans beaucoup de cash et surtout avec un profit en pourcent, un net profit percentage qui est plus bas que la norme. oui, Mais ça, en fait, très souvent, je rassure l'entrepreneur, ça c'est un bon signe. En fait, quand on a un net profit percentage qui est très élevé, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire les bons investissements. En fait, c'est un cycle qui va et qui revient. Donc, quand on a un net profit percentage qui est élevé, on va prendre, donc on va réinvestir dans la boîte et de nouveau, donc on réinvestit dans quoi? Soit dans l'infrastructure, soit dans du overhead, dans Oui. des talents. oui, Donc, automatiquement, cette infrastructure, que ce soit cette usine ou ce nouveau talent, ils ne vont pas être opérationnels immédiatement, ça prend du temps. Donc, il y a 1 an ou il y a 6 mois où le net profit percentage va retomber. OK. Mais ce n'est que pour rebondir. De Et rebondir. c'est ça le cycle d'une belle boîte en belle croissance. Donc, il faut savoir rebondir. Il faut savoir rebondir. Mais tu sais, dans la littérature, on entend souvent, il faut avoir un minimum de 10 de profit, peu importe l'industrie C'est ça. confondue. C'est quoi ton opinion par C'est rapport à ça. ça? C'est ça? Mm. Oui, OK. C'est pour ça. Mais le 10 est plutôt, on est dans le bas. Maintenant, Oui. effectivement, dans des sociétés qui ne sont pas des scale-ups, on peut avoir beaucoup moins que ça. On peut Oui. avoir du 3%, du 6%. Mais l'idéal, c'est le 15%. Oui. Ça, c'est l'idéal. Mais si c'est une société, et j'en ai vu qui font du 20% en net profit, quelque part, il n'y a pas un... On ne réinvestit pas. Exact. Donc, il va y avoir stagnation. Oui, je comprends. Mm. Ah, ben c'est intéressant de l'amener comme ça parce que Mm. l'idée, c'est ça. OK, je comprends. Puis, dans le Cash Flow Story, c'est une application qui est en ligne. On va mettre tes informations au bas de l'épisode parce que s'il y a des gens qui voudraient avoir des analyses avec toi, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Oui. Surtout venant de toi, Cléo. Venant de moi, oui. Moi, je t'en donne tout plein parce que c'est vraiment pas mon talent. Mais je pense qu'on va mettre justement toutes tes coordonnées au bas de l'écran pour que si jamais on voit qu'il y a des entrepreneurs, je vous le dis, je vous la recommande fortement. Là. Excellente, vous avez vu son parcours. Karine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé discuter au cours de notre épisode déjà parce que ça va vite, on pourrait parler encore et encore, mais dis-nous, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé discuter ou parler peut-être aux entrepreneurs versus les finances qui te vient en tête? Non, pas spécifiquement, mais j'aimerais dire ce qui m'impressionne, moi, ici au Canada, ce sont les valeurs. Oui, Et c'est quelque chose. Et à mon avis, et je le dis et je le répète, pour moi, la structure des valeurs est très importante. Et c'est une cascade de valeurs, que ce soit les valeurs d'une nation, les valeurs des entreprises. Et je trouve que ici, les valeurs sont bien alignées. Et c'est pour ça que c'est un pays qui est en croissance aussi. oui, je comprends. Parce qu'il y a un vrai alignement des valeurs, que ce soit les valeurs du Canada, que ce soit les valeurs des entreprises, que ce soit les valeurs de l'individu. Et moi, ça m'impressionne énormément. Et c'est pour ça que j'adore travailler au Québec. Oh, qu'on aime ça. Ben, moi, j'aime ça. J'adore travailler avec toi, moi. J'adore travailler. Écoute, Karine, merci infiniment.
Je pense qu'on a donné plein de belles idées pour nos entrepreneurs, des points à réfléchir et je souhaite sincèrement que notre belle collaboration continue ensemble parce que toutes les Moi fois, aussi. j'en apprends. Alors, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Cléo. J'adore. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.